Bon, je lisais tes notes, Martin, puis tu faisais référence à cette histoire du USA Today, Oui. où il y a 3 anciens employés des Stars de Dallas qui emmenaient large dans l'organisation du hockey mineur, puis qui forçaient, ben pas qui forçaient, mais non, ils forçaient. Donc, ils organisaient des tournois de hockey mineur, puis si l'équipe voulait participer au tournoi, il fallait que tout le monde dorme au même hôtel. Dans les hôtels choisis par les Stars. Ça s'appelle le Stay to Play? Oui. Tu t'écris que ça existe? On fait ça ici aussi? Oui, ça existe. Au tournoi PWI de Québec, les équipes qui viennent, les parents sont obligés de dormir dans les hôtels qui sont partenaires avec le tournoi. OK. Sous peine de disqualification. Il là, OK. Ouais, Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui se ramasse une cote comme à Dallas? Ça, on le sait pas. Bien, habituellement, cette formule-là fait en sorte que, je pense, les tournois touchent une redevance. Mais là, ce qui est arrivé à Dallas, tu sais, à Dallas, c'est particulier la situation parce que ce sont les Stars qui chapeautent le hockey mineur là-bas. Quand l'équipe est arrivée à Dallas en 1993, il n'y avait personne qui jouait au hockey, ou à peu près personne. Et c'était Bob Gainey qui dirigeait l'équipe à l'époque. Puis là, ils se sont dit, si on veut développer une base de partisans et tout ça, il faut que les gens jouent au hockey, il faut qu'il y ait une organisation de hockey mineur et tout ça. Et Bob Gainey était directeur général de l'équipe, là, puis il organisait des séances de patinage libre, puis il a montré à plein de résidents de Dallas à patiner. Là. Pour vrai, c'était comme ça. Et il y a un réseau de hockey mineur qui s'est développé. Aujourd'hui, les Stars sont propriétaires de 8 arénas, à part leur amphithéâtre, là. 8 des 11 arénas de la région. Alors, tous les enfants qui jouent au hockey mineur sont chapeautés par les Stars, même les ligues de garage, les équipes de compétition, tout ça. Et le USA Today a fait une enquête. Le USA Today, qui ne s'intéresse pas souvent au hockey, a publié une enquête hier. Alors, c'est ça, les Stars organisaient des tournois de hockey mineur avec des équipes qui venaient de l'extérieur, des équipes locales et tout ça. Et c'était la formule Stay to Play. Donc, les équipes, les parents forcés de prendre des chambres d'hôtel dans les équipes choisies, dans les hôtels choisis. Dans les hôtels choisis par les Stars. Et là, ce que le USA Today a découvert, c'est que les 3 employés qui chapeautaient ce programme-là chez les Stars avaient une compagnie, ont formé une compagnie à part qui servait d'intermédiaire entre les hôtels et les Stars et qui touchait des redevances sur les... Au lieu que ça aille au tournoi. Là. C'est ça. C'était des profits privés. Oui, parce que bon, c'est ça. Moi, j'organise un tournoi. Tu es un hôtel, tu commandites mon tournoi. Je t'envoie la clientèle. C'est ça. C'est des bonnes affaires. Là, c'est un échange de bons procédés. Là, c'est comme une forme de commandite. Mais là, donc, il y avait un profit personnel, là. Et en plus, 2 de ces 3 employés-là étaient président et secrétaire de l'Association de hockey mineur du Texas, donc le bras de USA Hockey, le bras texan de USA Hockey. Et ils étaient dans la position de déterminer qui pouvait faire des tournois ou pas, là, qui répondait aux normes ou pas. Et ils étaient dans la position de déterminer que toutes les équipes de hockey mineur étaient obligées une fois par année de participer à un tournoi organisé par les Stars. Alors, tu vois que il y avait quelques conflits d'intérêts. Quelques, oui. Et c'est une histoire que je trouve fascinante parce que ça fait très mal paraître l'organisation des Stars. Ces 3 employés-là ne sont plus à l'emploi des Stars depuis le mois de janvier, mais c'était la base de partisans qu'on voulait créer au départ pour assurer la solidité de l'équipe. Et là, c'est comme si on avait trahi la confiance là, de la clientèle qu'on recherche, justement. Il va peut-être y avoir un petit ressac. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, hein? Exact. Mais, tu sais, comme moi, je suis un éternel de bonne humeur, tu sais, ça m'a fait penser à mes souvenirs d'hôtel quand je jouais au soccer. Et j'avais un peu oublié ça, mais bon, on sent que c'était des bons moments où est-ce que c'est ça, toute l'équipe était à Granby. Hein, on venait d'aller manger chez Ben, évidemment. Ben oui. C'est ma seule connaissance de la géographie du Québec, ou même en général. Vient des tournois de soccer quand j'étais jeune. L'as-tu vécu comme parent aussi? Parce que moi, je l'ai pas... Et là, c'est à ça que je pensais, parce que ça s'enligne pas pour être des grands sportifs, les miens. fait que je me dis, on sait jamais, là, mais c'est peut-être... Je le vivrai peut-être pas comme parent, tu sais, mais j'aurais aimé... non, mais je dis ça, je vais peut-être le vivre aussi, là, mais... L'as-tu vécu des deux? Oui, je l'ai vécu comme enfant, comme parent, comme entraîneur aussi. Ah oui? Couvre-feu? Avec la responsabilité de choisir les tournois en début de saison, là, très tôt, des fois même avant que le camp d'entraînement commence, parce que ça se comble très rapidement, les places. Puis de réunir les parents, puis de dire, là, on va aller à tel endroit cette année, puis on choisit un tournoi local, un tournoi plus éloigné, puis un tournoi où on va pouvoir faire aller
un peu moins éloignés où on va pouvoir faire aller-retour pour sauver des chambres d'hôtel et tout ça, mais ce sont les parents passent beaucoup de bon temps. Ça peut être le fun. Dans les tournois, là. Ça veille dans les corridors. Parce qu'il y a des affaires qu'on ne pouvait pas faire quand j'étais enfant que là, je peux faire. Les parents. Et que je fais. Attention, tu t'embarques sur un terrain glissant, là. Voilà, mais j'en dis pas plus. Il y a des parents qui aiment beaucoup ça, les tournois. Ouais, on peut comprendre. Marc-Antoine, fais-tu des tournois enfants, tournois parents? Non. Ben, pour l'instant, les tournois enfants restent dans la région de Montréal. OK. C'est ça. Mais un jour, peut-être que des championnats provinciaux de badminton seront à l'agenda. Mais pour l'instant, championnat national à Brantford. As-tu déjà allé à Brantford ou à Burnaby? Ça, je pense que c'est un comté. En Colombie-Britannique. C'est un comté ou une ville? Ouais, c'est une ville. Je cherchais en tout cas, je cherchais le candidat d'un parti dans mon comté ce matin en m'en venant, puis je suis tombé sur... J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Burnaby. Voilà. Okay. C'est pour ça que... Député de... Même pas. Kellogg Raisin-Bran, comme dirait Rocky Balzaré. Ah, ça me dit rien. Non. Okay. Ça, c'était leur façon de... Oui, c'est leur imitation de la politique fédérale. Puis là, la parole est au député de Kellogg Raisin-Bran. Mais c'est... Oui, parce que des fois, il y a des comtés qui ont des noms composés, là, un petit peu abscons. Là. Aïe, alors voilà le prochain objectif de ma vie, devenir candidat dans le comté de Kellogg Raisin-Bran. OK, aujourd'hui... mieux vaut être bon... Non. Mieux vaut être chanceux. Non, mais tiens, pourquoi pas? Mieux vaut être bon que d'être chanceux. Hein? Oui. Faisons les choses comme il faut. Congestion à gauche et un mauvais présage à l'horizon. C'est tellement hockey, épisode 391. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour messieurs, je suis perdu là. On est mardi puis je suis là. Oui, et tu vas être là vendredi aussi. Oui. T'étais pas là mardi dernier. Puis t'étais pas là. Ah, écoute, c'est ça. Je suis toujours, je suis le mulet d'Alexandre Gascon. Le mulet. Alex étant le prototype c'est ça. De la fine. Merci d'être là. Plaisir. OK. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Tu vas avoir du succès dans n'importe quoi. La motivation, là, c'est gros de même. OK? C'est discipline. C'est pas motivation. C'est sûr, tu es à la maison, on est inspiré par la foule, ça, c'est sûr. Mais être inspiré et être motivé, c'est deux différentes affaires. Si tu motives ton club, mais ça va être dur. Il faut que tu sois discipliné avec les actions que tu as à faire sur la glace, qui sont le fun ou pas le fun. Fait que moi, la motivation, là, ça t'amène à nulle part. C'est une discipline, ça prend. Alors, la motivation, quand il dit c'est gros comme ça, ben, je vous laisse imaginer. Gros comment? Tout petit. Non, c'est tout petit. C'est tout petit. Ben, vous l'aurez compris dans la fin de cet extrait. C'est une question que... C'était quoi ton... Qu'est-ce que tu voulais savoir? Ce que je voulais savoir, c'est qu'étant donné que le Canadien, en ce moment, est galvanisé par l'atmosphère du Centre Bell, soulevé, puis que ça fait vraiment une différence lors des matchs à domicile, comment il entrevoit un voyage de 4 matchs où là, justement, le Canadien n'aura pas ce même type de soutien-là à sa portée? Évidemment, puis je prenais pour acquis qu'à ce temps-ci de l'année, t'es dans une course aux séries, t'as pas besoin de la foule nécessairement pour te motiver. Mais le point, je trouve quand même ça intéressant, le point que soulève Martin, parce que c'est d'abord et avant tout de toujours garder les yeux sur l'objectif. Puis quand il parle de discipline, peu importe où tu joues, peu importe la situation dans laquelle l'équipe se retrouve, c'est fais ce que doit, fais ce que tu as à faire, concentre-toi pas sur les choses qu'il y a autour, fais juste ce que tu as à faire. Puis ça va bien aller. Alors, dans le fond, ça relève de cet esprit-là, même si la formulation est un petit peu provocante quand il dit que la motivation ne te mènera à rien. Je suis pas d'accord, mais sauf que en même temps, c'est que la motivation, on doit la prendre pour acquis. Elle doit être intrinsèque. S'il y en a pas, c'est ça. Là, tu es dans la Ligue nationale, c'est de la compétition de haut niveau. La motivation est censée être là, tout le monde en a.
si tu n'es pas prêt à passer à travers les murs à ce temps-ci de l'année, là, dans la position où se trouve le Canadien, tu as un sérieux problème. T'es pas au bon endroit. Ça fait partie des acquis. C'est ça. Le reste, c'est l'exécution. Puis... Je viens de vérifier parce que je n'étais pas certain. J'étais sous l'impression que c'est pas une équipe qui avait eu tant de succès que ça à domicile, les Canadiens. La fiche dit le contraire. Là. Ils ont une fiche gagnante largement à Montréal. Mais ça n'a pas toujours été non plus... on a déjà dit que c'était étouffant aussi. On a déjà dit que... c'était plus facile à l'extérieur. Il y a eu des passes avec cette équipe-là. Là. Il y a eu des passes où c'était plus facile à l'extérieur. Puis je pense que c'est parce qu'il y a... D'un côté, je crois qu'à mesure que la saison avance, la fiche à domicile s'améliore. Ouais. Mais pendant plusieurs années, le problème auquel le Canadien a été confronté, c'est que le Centre Bell, c'est un endroit où c'est super agréable de jouer, mais c'est pas un endroit qui est nécessairement intimidant pour l'autre équipe. Les autres équipes arrivent puis ils font « Yes, c'est le Centre Bell, ça va être le fun. Ouais. » Alors, c'est pas la grippe de Philadelphie de dire on rentre au Spectrum comme dans le temps ou à Chicago dans des endroits qui sont franchement hostiles. Le Centre Bell n'est pas nécessairement hostile, mais il y a quelque chose dans l'énergie de cette place-là qui va soulever les joueurs de l'autre équipe aussi. Fait que dans le fond, c'est que... Alors, ça sert les deux équipes. C'est pas bon, ça. Comment ça? Comment ça, j'apprends ça aujourd'hui? Puis le Canadien avait... Là, je ne sais pas, t'as peut-être pas eu les antennes sorties dehors parce que les joueurs de d'autres équipes en ont parlé beaucoup. Non, mais t'as raison, mais j'avais pas fait cette... Puis Marc-Antoine parle de la grippe de Philadelphie. Au cours des 10 dernières années, le Canadien a souvent eu des petites formations aussi. Tu faisais pas faire trop mal en venant jouer à Montréal. Donc, c'est pas juste la foule, là. C'est un ensemble de facteurs. Parce que pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est hostile à Philadelphie et pas à Montréal? Spontanément, les joueurs disent qu'ils aiment ça jouer à Montréal. C'est les hot dogs. Je pense que c'est ça. C'est sûr que les hot dogs sont populaires. C'est drôle, par exemple, parce que, les hot dogs, dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, on entendait beaucoup la traduction française « chien chaud », qui est comme sortie des mœurs un peu. Mais c'est resté dans le langage du hockey, les chiens chauds. Les Anglais continuent d'utiliser les chiens chauds. C'est les hot dogs du Centre Bell qui sont identifiés comme étant des chiens chauds. Alors, ça compte. Il y a certaines équipes qui s'assurent qu'après le match, il y en a beaucoup qui sont servis. Alors, le charme européen de Montréal, Martin, c'est les chiens chauds. Les chiens chauds. Peux-tu croire? Non, mais pourquoi j'apprends ça là? Ça m'avait jamais... J'avais jamais fait la nuance entre le fait que... c'est ça, que il y avait de l'énergie, c'était spécial, mais que c'était positif pour l'adversaire. Mm-hmm. Alors que tu as raison, je l'ai entendu souvent. Je pense qu'il y a aussi une question de caractère, de ce que tu attends d'un match de hockey. L'hostilité qu'on a vue très longtemps à Philadelphie ou à Boston, c'était aussi en lien avec le type de hockey ces équipes-là pratiquaient, puis à ce que le public attendait en allant là, puis en disant, nous, on va soutenir notre équipe de manière hostile ou intimidante pour participer à l'effort de notre équipe. Le Canadien n'a pas souvent été dans cette mentalité-là. À part une brève période, quand Shea Weber et Ben Sherrod distribuaient du Sherwood comme si c'était gratuit, mais non, c'est ça. C'était pas l'équipe qui faisait mal. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas, comme je disais, il y a plus qu'un élément. À Montréal, on aime le beau jeu. C'est pour ça. C'est le cachet européen. Ça n'a pas été une mauvaise semaine, disons ça comme ça, en termes de résultats. Un peu de chance aussi. Là, les autres équipes impliquées dans la lutte, certaines ont fait du surplace, certaines se sont aussi cannibalisées. Mais parce que je ne veux pas oublier, et je disais d'entrée de jeu, un mauvais présage à l'horizon. Souvenez-vous, avant que ça commence à aller mal, juste avant la pause des Scat Nations, vous aviez dit ça va bien, les résultats sont là, mais ça fléchit un peu défensivement. Puis là, il y a comme une petite reprise de ça cette semaine, non? Ouais, dans quelques-uns des derniers matchs. Dans les 3 derniers matchs, le Canadien a dû combler des retards. Il y a eu 2 matchs où Samuel Montembeault a donné des mauvais buts. Le match contre l'Avalanche était extrêmement spectaculaire avec beaucoup d'émotions, mais le Canadien a quand même donné 25 chances de marquer. C'était le plus haut total que j'ai enregistré depuis très, très longtemps, alors que l'équipe était
impeccable défensivement là, depuis la pause des 4 nations. Alors, c'est ça. Moi, tu sais, quand Martin Saint-Louis dit que c'est important d'exécuter, c'est l'exécution, la discipline qui est importante à ce temps-ci de l'année. Je ne sais pas si c'est un rappel à ça, s'il y avait ça en tête quand il mentionnait l'importance de bien exécuter, mais le Canadien, si le Canadien doit participer aux séries éliminatoires cette saison, il faut que cette équipe-là soit impeccable défensivement et qu'elle soit capable de gagner des matchs d'ici la fin, 3-2, 2-1. Et là, tu sais, dans 3 des 4 derniers matchs, si ma mémoire est bonne, il y a eu des 4 buts d'accordés, des 5 buts d'accordés. Et ça, c'est insoutenable. Il y a quelques semaines, je prédisais que les Blue Jackets allaient, à un moment donné, frapper le mur parce qu'ils gagnaient leur match à des hauts pointages tout le temps, puis qu'on entrait dans la période où l'entonnoir se referme. Il faut que tu sois capable de bien jouer défensivement. Et les Blue Jackets, c'est une équipe qui accorde beaucoup de buts, qui en marque beaucoup, mais qui en accorde beaucoup. Puis là, leur avantage numérique est tombé à plat. L'attaque est tombée un peu à plat. C'est toujours ça qui te laisse tomber dans les matchs importants, l'attaque. Il faut que tu sois solide défensivement. Alors, c'est ça. Il faut que cette jeune équipe reste disciplinée et ça rend d'autant plus important le retour éventuel de Kaiden Goulet parce que je pense que ça va stabiliser encore plus cette équipe-là. Puis ça va peut-être donner un peu d'air à des gars qui ont été utilisés dans des missions défensives exigeantes récemment. Bon point. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a... Parce que là, en lisant tes notes, j'en revenais pas. Ça fait déjà 19 matchs que Goulet est absent. Depuis la fin janvier. C'est ça, il a manqué 2 mois. Je pensais... Et dans l'ensemble, on avait l'impression que, justement, la brigade défensive s'en était très bien tirée. Ça en est très bien tiré. Ouais. C'est une surprise. Personne, je pense, prédisait quand Goulet est tombé au combat que le Canadien allait lutter pour une place, allait être positionné dans les séries quand il allait sur le point de revenir au jeu. Là. Bon, alors Goulet est tout près d'un retour. Qu'est-ce que ça va créer comme effet domino? J'imagine que c'est automatiquement Jayden Struble qui perd sa place? Non. Non? Je pense pas. Pas automatiquement. Automatiquement. Je trouve que c'est une... Pas besoin d'y dire. C'est une décision qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est une décision qui est, à mon sens, peut-être l'une des plus difficiles que Martin Saint-Louis aura eu à prendre depuis qu'il est en poste. Parce que, tu sais, Struble, il a quand même trouvé un beau niveau de constance depuis qu'il joue avec Lane Hudson. Ouais. Depuis la reprise des activités, depuis le congé, il joue de mieux en mieux. Le dernier match face à l'Avalanche du Colorado, ça a été son plus haut temps d'utilisation en carrière. Il était 20 minutes 36, si je ne m'abuse. Il a une belle étanchéité dans son jeu. Il évite, quand il fait une erreur, que ça fasse boule de neige, puis que sur la même séquence, il en fasse 2 et 3, puis qu'il place son équipe dans l'eau chaude. Alors, il est en train, finalement, de gagner la confiance de son entraîneur. Puis Martin Saint-Louis disait, je crois, avant-hier, à propos de Struble, c'est très difficile pour un jeune joueur d'aller chercher le niveau de constance qu'il est parvenu à aller chercher. Alors, est-ce que, parce que ça a été plus tôt dans la saison, une cible facile de dire on va sortir Struble, on va nécessairement retourner vers ce réflexe-là? Pour moi, ça ne m'apparaît pas évident. Ça ne m'apparaît surtout pas la décision à prendre si tu veux garder dans la formation les plus méritants. Parce que pour l'instant, il fait partie de tes 6 meilleurs défenseurs. Alors, ça se peut que ce soit lui. Mais à mon sens, c'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît en premier lieu. D'accord. Moi, je pense que ça va être lui. mais c'est parce que... Écoute, on verra. Si c'est pas lui, c'est qui? C'est ça aussi. C'est parce que tu peux fonctionner de plusieurs manières. Tu peux décider de faire une rotation. Tu peux dire, par exemple, sans qu'on ôte... je pense que David Savard est le maillon faible de cette brigade défensive-là en ce moment. Martin Saint-Louis va peut-être dire, mais moi, si on se rend en série, je vais avoir besoin de David Savard. Il va être un de nos 6 défenseurs, puis pour cette raison-là, je ne me mettrai pas à le mettre de côté. Mais il y a des séquences de 2 matchs en 2 soirs. Ça peut être une opportunité de dire, on va le reposer dans ces situations-là, on va insérer un autre défenseur. Arber Xhekaj, pour l'instant, s'il y en a un qui donne 20 minutes dans le contexte d'une remontée, puis l'autre t'en donne 11 ou 12, pourquoi c'est celui qui a 20 minutes? 20 minutes, c'est Struble, puis 11 ou 12, c'est Xhekaj.
Puis ça fait longtemps là, que Jacky est sur un rythme vraiment d'une troisième paire à usage restreint. Alors, et l'autre dimension là-dedans, c'est quelle sorte d'utilisation on va vouloir faire de Goulet. Moi, je me fais pas d'illusion que rapidement, quand il va revenir, il va redevenir un défenseur top 4, puis on va vouloir lui donner 20 minutes par match. Sauf que, est-ce que ça va se faire dès le premier match? Peut-être que ça va être une réintégration en douceur, où là, on dit on va garder la paire Struble puis Hudson vivante pendant encore un petit bout, puis on va trouver des façons, en mettant Goulet avec Savard, par exemple, de donner des minutes additionnelles à Goulet pour s'assurer qu'il joue un nombre de minutes suffisant. Puis, parce que peu importe que ce soit Savard, Struble ou Jacky, Goulet représente une amélioration par rapport à ces trois gars-là. Peu importe lequel sort. Alors, il faut que tu l'utilises. Mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à l'entraîneur-chef à l'occasion de son retour. Moi, j'aime ça, l'idée de l'alternance, mais c'est pas le style de Martin Saint-Louis qu'on a vu depuis qu'il est là. Il y a eu beaucoup de stabilité. Oui, il y a des réservistes qui sont restés longtemps sur les tablettes. C'est ça. C'est arrivé à Struble, d'ailleurs, je pense. Il est resté longtemps sur les... Oui, absolument. Il est resté longtemps en touche, mais c'était à ce moment-là, aux yeux de l'entraîneur, c'était justifié. Parce que il était... Son jeu, son bon était bon, mais son mauvais était exécrable aux yeux de Martin Saint-Louis, pour reprendre le genre d'expression qu'il utilise. Fait que... Mais là, c'est pas ça. Ce qui est différent, c'est qu'en ce moment, tu vas être obligé de mettre de côté un gars que, d'une certaine manière, t'estimes. Si, tu sais, ça pourrait être Savard aussi. Moi, je pense pas que ça va être lui à cause du fait que c'est un vétéran, c'est un droitier. Puis, tu sais, ce qu'il apporte aussi, l'aspect intangible, l'aspect expérience, tard dans la saison, tu vas avoir un gars comme ça, mais strictement sur le plan du rendement que le gars te donne sur la glace soir après soir, ben, ça m'apparaît pas évident qu'en ce moment, Struble est le gars qu'il faut mettre de côté. Là. C'était pas c'était plus au niveau... pas hiérarchique, mais hiérarchique. C'est sûr qu'il y a une hiérarchie. Savoir une place dans la hiérarchie qui lui... Ça n'en prend plus pour le déloger qu'un des deux kids. Ça, c'est sûr. Moi, un des éléments clés de la semaine, c'est que j'ai enfin réalisé que Mike Matheson, c'est un joueur important. Ah! Non, mais il n'est jamais trop tard. Ben oui. Hein? Non, mais pour une raison obscure... non, pas pour une raison obscure. Quand on regarde la façon dont cette équipe-là est construite, on vient de mentionner que David Savard joue à droite et c'était sa deuxième plus grande qualité dans l'énumération. Non, je dis ça, je cabotine, mais reste que c'est vraiment non négligeable là, dans le contexte actuel. J'ai toujours pensé que Matheson, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il est en fin de contrat, ce serait le défenseur qui partirait plus tôt que tard. Et à la lumière de ce qu'on voit cette année, et à la lumière de ce qu'on a vu l'année passée aussi, je suis pas certain de ça, finalement. Je me demande si l'avenir passe pas, l'avenir à court terme, on s'entend, là, parce qu'il a quoi, 28 ans? 27? Fin vingtaine? Oui, fin vingtaine, je pense qu'il est plus à 29, là, me semble. Attends. Mais continue ton idée. Mais est-ce que faudrait pas faire attention à ça? Et ça va nous amener 31. À la grande question. 31. Pour vrai? Déjà 31. Ouais, okay. Ça plombe un peu mon argument. Ben, ça plombe mon argument, oui et non. Parce que, en même temps aussi, et je me faisais cette réflexion-là, on a passé beaucoup de temps à faire l'apologie de l'expérience un peu, là, et de dire que tu peux pas avoir juste des jeunes, puis je pense qu'on l'a vu à l'œil aussi. Mais, et c'est un peu la question qu'on a posée via les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on sous-estime pas son importance à Matheson? Est-ce qu'on l'a pas écarté rapidement du plan à moyen terme, considérant ce qu'il est capable de faire? Là, il est capable de faire beaucoup de choses. Là. Ben, c'est un drôle de cas, Matheson. Vas-y. Mais ça titille, ça, ce que tu viens de dire là. Oui, mais c'est pour ça que je lance ça. Restez là. Okay. C'est un drôle de cas. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui l'ont écarté facilement parce que, au point de vue offensif, l'arrivée de Lane Hudson le relègue dans un rôle secondaire. Par contre, je sais, puis il me semble l'avoir dit en début de saison ici à ce micro, au moins depuis l'année dernière, la direction du Canadien valorise beaucoup plus Matheson pour des raisons défensives qu'offensives. En se disant,
c'est probablement le meilleur athlète qu'on a dans l'équipe. C'est un gars qui est dans une forme physique exceptionnelle. Et la qualité de son coup de patin, sa mobilité, va lui permettre encore pendant longtemps de suivre les meilleurs patineurs adverses. Alors, dans un contexte défensif, il va être capable de suivre les McKinnon, les McDavid. Ce qu'on a vu dans les 2 dernières semaines. Là. Exactement. Et ça, il va être capable de le faire encore longtemps. Puis il est capable de défendre à une cadence que peu de défenseurs peuvent faire. En ce moment, à Montréal, il y a lui, puis Caden Gooley, qui a aussi la mobilité puis les instincts défensifs pour le faire. C'était intéressant que Martin Saint-Louis note cette semaine aussi que dans les matchs où il se fait donner une affectation aussi clairement défensive, Matheson met de côté toute la part de risque dans son jeu, les tentations à vouloir prendre des raccourcis pour aller créer de l'attaque, parce que c'est ça son penchant naturel. Il a été, traditionnellement, il a grandi comme ça, puis ça le rendait vulnérable parce qu'il commettait des erreurs dans ce temps-là. Puis c'est pas parfait, là. Ça sera jamais parfait, son jeu, puis il va quand même, des fois, créer des revirements, des choses comme ça. Mais sauf que son niveau de risque baisse dramatiquement quand il est concentré à couvrir un attaquant élite de l'autre équipe. Et je pense que ça crée une conversion dans son identité de joueur. Et on commence à le regarder différemment. Fait qu'au lieu d'être un gars à caractère offensif, mais qui finalement aura généré beaucoup de points une seule fois dans sa carrière, puis le reste du temps aurait été un bon patineur qui est un peu vulnérable à des revirements, là, tu peux commencer à le regarder différemment puis dire il patine tellement bien qu'il est capable de suivre les meilleurs, puis ça a une valeur défensive, peu importe la quantité de points qu'il va être capable de nous générer pour la suite. Matheson, c'est un cas. Oui, mais c'est un cas spécial parce que quand il est arrivé à Montréal, son nombre de minutes par match a considérablement monté par rapport à ce qu'il y avait à Pittsburgh avant et à sa dernière saison en Floride. Il a jamais été... Quoi qu'en Floride, je pense, à ses débuts, il y avait des moyennes de 20 minutes par match et plus, là, mais ça n'a jamais été reconnu comme un défenseur excellent défensivement. Ouais. Il joue beaucoup de minutes, il est capable d'avaler beaucoup de minutes et ça a une très grande valeur. Et c'est un athlète exceptionnel et des qualités athlétiques exceptionnelles, un patineur exceptionnel. Il a 31 ans maintenant, mais c'est ça, c'est un des défenseurs de la Ligue qui est sur la patinoire pour le plus grand nombre de buts accordés à force égale, mais il passe beaucoup de minutes sur la patinoire aussi. Mais il est dans le top 10 de la Ligue nationale. Mon champion là-dedans, c'est toujours Erik Karlsson. 97 buts à date sur la patinoire à 5 contre 5. C'est un amateur de beaux jeux, lui. Et c'est ça, il a été sur la glace. On reconnaît tous que Lane Hutson, c'est pas une merveille défensive, mais Lane Hutson a été sur la glace pour 2 buts de moins que Mike Matheson à 5 contre 5 cette saison. Puis il y a 12 secondes, 18 secondes en moyenne d'écart en temps de jeu pour les deux à force égale. Fait que c'est un cas spécial. Moi, je pense qu'il a profité d'un préjugé très favorable de son ancien agent quand il est arrivé chez le Canadien, puis on dit on va t'en donner, on va te faire jouer en masse. Puis il a pris une place. Écoute, tu regardes jouer le Canadien, puis tu regardes le nombre de minutes que Matheson a, puis c'est difficile d'imaginer ce que l'équipe ferait s'il n'était pas là, avec toutes les minutes qu'il est capable d'avaler. Ouais. Fait que c'est une belle transformation. Si il peut devenir plus fiable encore défensivement s'il se concentre sur cet aspect-là de son jeu, parce qu'il n'a jamais été reconnu comme un corps arrière non plus au sein de cette équipe. C'est un gars avec des qualités athlétiques exceptionnelles, à qui on a donné le rôle de corps arrière de l'avantage numérique chez le Canadien au cours des dernières saisons, alors qu'il n'avait pas fait ça ailleurs. Il a amassé beaucoup de points la saison dernière, mais dans un avantage numérique qui ne fonctionnait pas, qui était dans le dernier tiers de la Ligue nationale. Fait que c'est un beau défenseur complet, mais s'il est capable d'être encore meilleur défensivement, il va jouer longtemps encore. Il va jouer encore 4, 5, 6 ans dans cette ligue-là parce qu'il a le coup de patin pour suivre le jeu longtemps. J'imagine que la grande question derrière ça, puis elle émerge parce que le Goulet revient, puis qu'il y a congestion à gauche, puis parce que c'est ça aussi, il y a le rôle, mais il y a aussi le fait que c'est une brigade qui est très, très débalancée. Mais qui est de trop? Dans le grand spectre des choses, là, qui est de trop? Parce qu'on peut pas... Je pense que si on passe à l'année prochaine... Oui. Dans le grand spectre des choses, c'est ça. Struble est probablement le 7e défenseur.
parce que je m'attends à ce que David Reinbacher cogne à la porte du Canadien dès le début de la saison prochaine. Puis lui, c'est un droitier naturel. Il jouerait à droite. Tu aurais Alexandre Thierry à droite, puis tu pourrais prendre ton défenseur gaucher qui est le plus confortable à droite, que ce soit Goulet ou Hudson. Un des deux. Ou en alternance, ou enfin, parce qu'on a vu ça cette année. Xhekaj, dans un rôle de troisième duo, il t'apporte une dimension que le Canadien aime, qui est valorisée, puis il va rester là. Struble, lui, il t'en donne un peu dans tous les départements, mais ça va continuer d'être un défi de convaincre, même si, à mon sens, il mériterait d'avoir un poste régulier. C'est celui qui va avoir le plus gros dossier à monter la saison prochaine. C'est qui est trop, Martin? Pas juste dans la brigade défensive, là, en général. Autour de la table. C'est méchant de dire ça à quelqu'un qui est de trop. T'es de trop. C'est toi, comment on disait? C'est toi qui es en trop. Au sein de la brigade défensive? À gauche. Parce que c'est un problème là, puis ça va être un problème l'année prochaine. Il va falloir qu'il y ait un élagage. Oui. Écoute, bonne question, parce que ça en prend. Là, le Canadien fonctionnait pas mal à 6 défenseurs. Ça en prend 7 fiables pour passer à travers une saison. Moi, je pense que c'est Struble qui va être écarté parce que Xhekaj apporte quelque chose dans son jeu qui apporte. Puis Xhekaj, tu le fais jouer 14 minutes, tu le remplaces, tu le fais jouer 14-15 minutes, puis tu insères un gars comme Goulet dans la formation qui va te donner plus de minutes. Moi, écoute, je suis resté marqué par quelque chose qui est arrivé récemment. Je vais vous le partager. Là. Dans les dernières secondes de jeu du match que le Canadien jouait à Vancouver récemment, le Canadien avait marqué un but, je pense, dans un filet désert et la mise au jeu était au centre. Il y avait quelque chose comme 15 secondes. Il restait quelque chose comme 15 secondes à jouer. Et le Canadien a remporté la mise au jeu. Struble a récupéré la rondelle. Puis en 1 seconde et quart, a dégagé ça au fond du territoire alors qu'il restait 15 secondes à écouler dans le match. Ça fait que il a dégagé la rondelle. Ça donnait avec 11 secondes à jouer une mise au jeu dans le territoire du Canadien. Et la caméra s'est braquée sur Martin Saint-Louis, qui avait l'air sans connaissance derrière le banc. Et il répétait, on voyait qu'il se répétait à lui-même, qu'il disait « Why? Pourquoi? » Et il s'est tourné vers Stéphane Robida, qui est parti à rire en voyant le visage de Martin Saint-Louis. Ça avait l'air d'une communication non-verbale. Il disait, on le sait, on est habitué. Fait que je suis resté marqué par cette séquence-là derrière le banc, puis je me dis, écoute, peut-être que le niveau de confiance, c'est vrai que Struble joue très bien, mais pour affronter le dernier droit, s'ils ont à en soutirer un, compte tenu que ça peut chauffer aussi, que ça peut être important de devoir protéger des coéquipiers et d'inspirer le respect. On est à une blessure, la catastrophe, il n'y a personne pour remplacer. Peut-être que c'est Xhekaj qui va rester à la place. Mais c'est une observation absolument fortuite. Il y a pas ponctuel. Mais ça m'avait fasciné de voir le Martin derrière le banc, qui son équipe était en train de gagner avec 11 secondes, puis qui secouait la tête et qui disait oh, pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi c'est arrivé? Et de les voir rire ensemble, lui et Robida, par la suite, comme si c'était un sujet qui avait déjà été abordé. C'est ça, voilà. C'est ça. Il y avait de l'historique. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Ben, un peu inspiré par les 2 bonnes semaines, ou la bonne semaine de Mike Matheson, l'indispensable. C'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Non, mais enfin, c'est certainement une conversation qu'on pourra revisiter. Inspiré donc par sa semaine, aussi celle de Christian Dvorak, dont le nom va revenir à l'occasion. On a demandé, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, de quel membre du Canadien sous-estime-t-on le plus l'importance? Alors, Manon, avec un bon résumé, Manon, sur Facebook, Madison, qui joue le plus de minutes par match, Gallagher, le guerrier, Anderson, pour son acharnement, Savard, qui doit avoir des bleus. Vous pouvez réagir. C'est un beau buffet. Tout le monde est là, ou presque. Ouais. Mathieu, clairement Martin Saint-Louis.
Est-ce qu'on... Bon, vous savez, à chaque épisode, il faut dire que Lane Hobson est bon. Oui. Ça, on le fait. Ou enfin, Là, tu viens de le faire. Il y avait une autre marotte aussi là, qui était bien importante. Enfin, elle ne devait pas l'être tant que ça. Puis Saint-Louis, ben, comment dire? Hein, il grandit avec son équipe. Voilà. Puis on a mentionné, mais là, est-ce qu'il est rendu grand? Son équipe va plutôt bien. Est-ce qu'on sous-estime son importance dans les succès de... Ben, pas son importance dans les succès, mais est-ce qu'on n'insiste pas suffisamment sur le chemin parcouru de Martin Saint-Louis? Ben, moi, je parle de nous autres, là. Je sais pas ailleurs. Est-ce qu'ailleurs... moi, j'ai l'impression d'écrire à ce sujet-là de façon sur sa croissance. Oui, parce que c'est sûr qu'il est... il est arrivé en poste en n'ayant aucune expérience comme entraîneur professionnel. Puis il avait un plan très clair, très détaillé. Cette année, il a dit cette année, je veux qu'on apprenne à gagner. Il a passé 2 saisons complètes à développer les habiletés individuelles de ses joueurs, à leur apprendre la façon avec laquelle il voulait que son équipe joue. Et puis, maintenant qu'il a jugé qu'en début de saison, ses joueurs avaient intégré ses principes et tout, là, il a ajusté ses demandes, il a ajusté ses attentes, et puis il a également ajusté sa stratégie en fonction du fait que maintenant que tout le monde est sur la même page, comment on peut aller gagner plus de matchs. Puis ça, c'était son objectif dès le début de la saison, puis le fait qu'il l'ait appliqué de façon très efficace, à part évidemment le passage à vide en début de saison, mais je trouve que depuis le mois de décembre, c'est assez convaincant. Donc, je trouve je te disais tout à l'heure qu'il grandit avec son équipe, c'est que c'est ça. C'était une équipe qui manquait d'expérience puis qui allait en gagner au fil de sa reconstruction. Mais le coach était à son image parce que lui aussi en manquait de l'expérience puis il en a gagné. Puis aujourd'hui, il est assurément un meilleur coach qu'il était à l'époque. Et on se disait, si ma mémoire est bonne, à la fin de la dernière saison, Martin Saint-Louis, il nous a montré jusqu'à présent à quel point il a été bon pour donner confiance à des jeunes, pour... leur permettre de s'épanouir et tout ça, mais qu'on ne l'avait pas vu coacher encore. Et tu sais, quand tu te fais placer à la barre d'une équipe, souvenez-vous la déclaration de Kent Hughes qui avait dit des fois, ça devient un peu problématique, on gagne un peu trop. Fait que, l'accent n'était pas mis sur, comme John Tortorella faisait la saison dernière pendant 3 quarts de saison, comme il l'a fait pendant 3 quarts de saison, donc sur presser le citron jusqu'à la dernière goutte, c'est ça. Bizarrement. On voie pas ça. Ouais. Et on le voyait juste dans le choix des gardiens, dont on a parlé maintes fois, mais des fois, tu voyais en fin de match des gars, je me souviendrai toujours de Joshua Roy contre les Oilers. C'était son premier match dans la Ligue nationale, puis à 2 minutes de la fin, il était encore sur la patinoire, puis le match était 2-2. C'était comme, on est dans la Ligue nationale. Mais cette année, Martin a coaché son équipe. On a vu des gars être cloués au banc quand ils ne faisaient pas le travail. On a vu couper son banc, comme on dit en bon français aussi. Et tu vois, il y a toujours 2 centres d'envoyer sur la patinoire. Puis il est extrêmement méticuleux dans les petits détails qui peuvent faire la différence dans un match. Alors, c'est la première année qu'on le voit coacher, puis il fait bien. Par exemple, contre l'Avalanche du Colorado, en première période, il avait mis, en plus du duo Matheson-Carrier collé aux culottes de Nathan MacKinnon, il avait assigné le trio de Nick Suzuki contre celui de MacKinnon. L'Avalanche a pris les devants 2-0, puis il a dit là, on va avoir besoin d'attaque à compter de la deuxième période. Il a fait un ajustement. Il a un peu, en guillemets, libéré le trio de Suzuki pour des missions plus offensives. Donc, ça, c'est des ajustements. Tu vas dire, mais là, c'est normal qu'il le fasse, mais il y a des ajustements tactiques qu'il ne faisait pas auparavant parce que son ordre de priorité a changé. Il témoigne de l'urgence de la situation dans chacune des décisions qu'il prend. OK. J'ai aimé l'imitation que tu as faite d'Alex quand tu dis. Ah, mais là, c'est vrai, je parle de même. C'est vrai, je parle comme ça. Pareil. C'est vrai, j'avais pas remarqué. Il est pareil. Pareil. Je pense que je vais être j'espère que je vais être le premier. J'espère que je vais battre le journal là-dessus, mais Trophée Vézina, Martin Saint-Louis, Trophée Vézina,
Je sais pas. Ça, c'est clair que ça s'en va. C'est clair que ça s'en va sur Instagram. Non, wow. Peut-être pas pour le gagner, mais dans la conversation. Surtout que c'est pas un très bon gardien. Ouais, c'est très, très... Ça s'en va pas seulement sur Instagram. Ça s'en va partout. À moins que Jack te sauve. Jack, peux-tu... Ouais, ça colle Adams. C'est drôle parce que je confonds toujours ces deux, alors que je sais très bien qu'il y a une différence entre être gardien de but et entraîneur. Là. Légère. Oui. Quoique, un grand sage a déjà dit « Montrez-moi un bon gardien de but, je vous montrerai un bon entraîneur. » Non, je recommence. J'étais trop excité. Jack Adams? Martin Saint-Louis, Jack Adams? Peut-être pas pour le gagner, sérieusement, mais il va sûrement... Parce que là, son équipe, peu importe, va faire au moins une vingtaine de points au classement d'une année à l'autre, sensiblement avec la même équipe. Ça mérite 2-3 votes. Oui, je pense pas qu'il va être finaliste, mais c'est sûr qu'il va avoir une certaine considération pour le travail qu'il a fait. Moi, je crois depuis le début que Spencer Carberry à Washington est un favori. Rappelons-nous que l'année dernière, les Capitals sont rentrés en série par la porte d'en arrière avec un différentiel de moins 37. Puis là, cette année, c'est la première équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires. C'est quand même pas banal. Alors, c'est comme dans la chanson. Les derniers seront les premiers. C'est pas seulement une chanson. Mais en tout cas, je referai ton éducation catholique un peu plus tard. Là, c'est quel trophée acquis déjà? Non. Et... donc, c'est ça. Alors, à mon sens, Carberry est vraiment est vraiment dans les un candidat de choix. Mais écoute, sinon, c'est sûr que Martin peut... il y a une bonne candidature. Surtout si le Canadien réussit à se tailler une place en série. Oui, évidemment. Ça, évidemment. Souvent, il y a un lien, là, parce que c'est pas toujours le meilleur entraîneur qu'on récompense, c'est celui qui a dépassé les attentes qu'on avait envers l'équipe. Est-ce que Jim Montgomery va être finaliste? Si son équipe participe aux séries? Tout à fait. Ça serait spectaculaire quand même. Tu te fais congédier à Boston, tu arrives à Saint-Louis puis tu es finaliste. Ça. Alors, j'espère que je suis le premier à l'évoquer. J'espère que j'ai battu le journal. Ah oui. Je pense. En tout cas, je suis T'étais le premier à évoquer Martin Saint-Louis pour le visiteur et le seul. Et le seul à ce jour. Bon, OK. Quoi d'autre? On finit avec ça. Hein? C'était une belle parenthèse. Sur le tube, j'en ai deux. Je ne sais pas s'il est sérieux, Torabert, mais il dit « Je crois que les conseils de Roger Griot ont énormément aidé MSL. » Puis Vince qui mentionne aussi le travail de Stéphane Robida. C'est drôle parce que tu en parlais, Martin, de la complicité ou enfin de la connivence entre les deux. Voilà. Donc, selon certains, ce sont des membres du CH dont on sous-estime le travail. C'est difficile à mesurer pour nous. Ben oui. Mais si l'équipe va bien, on peut conclure qu'il participe. On n'a jamais entendu parler de Roger Grillo. Est-ce qu'il est toujours... Oui, il est encore dans les parages. Est-ce qu'il est dans les parages? C'est un peu le maître à penser de Martin Saint-Louis. C'est lui qui voulait l'avoir vraiment dans le giron de l'équipe. On verra si la saison prochaine, la possibilité d'amener un autre entraîneur adjoint va être remise à l'avant-plan par la direction de l'équipe. Là, on lui a dit, correct, Martin, tu peux amener Roger Grillo si tu veux. Roger Grillo, lui, arrive et il est un petit peu comme la boîte de suggestions. Tu sais, au bureau, des fois, il y a la boîte de suggestions, puis on écrit un petit bout de papier pour mettre ça dans la boîte, puis il y a quelqu'un qui est responsable d'ouvrir la boîte. Alors, lui, il est comme celui qui est le vecteur des idées. Fait que les gens vont le voir pour lui donner des idées. Non, mais c'est c'est comme il est l'entonnoir des idées ou du brainstorm du personnel d'entraîneur. OK. Alors, lui, il canalise ça. Et puis, donc, il essaie oui, il donne des conseils à Martin Saint-Louis, mais vraiment à vol d'oiseau, de façon un petit peu plus détachée. Puis c'est une façon de faire que Martin Saint-Louis aime parce que... Est-ce qu'il joue le rôle de mentor pour le coach? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a dans de plus en plus d'organisations professionnelles, au foot européen notamment, il y a des coachs qui sont là pour coacher le coach. Mm-hmm. Donc, qui ne sont pas dans la cuisine, là, dans le tactique et tout ça, mais qui des fois disent est-ce que tu as pensé à telle solution ou tu as un problème de communication avec tel joueur, est-ce que tu as pensé à faire ça différemment avec lui
ou des gars qui ont plus de recul, qui ont une vaste expérience, beaucoup théorique aussi, pas juste pratique du coaching, PhD, peu importe. Alors, je ne sais pas si... j'ai de la difficulté. Quand il est arrivé, Roger Grillo, on disait qu'il y avait eu une influence sur Martin Saint-Louis. Alors, je ne sais pas s'il l'a amené comme mentor pour pouvoir faire rebondir des idées avec lui. Moi, c'est ma compréhension. Ouais, OK. C'est ce qu'il a fait. Écoute, ça n'exclut pas que dans leur dynamique, puis ça relève... Ça ne leur appartient qu'à eux, puis ça n'a pas été exprimé publiquement. Mais quand tu dis un gars qui coach le coach, c'est peut-être quelque chose qui s'en approche. Mais en même temps, Roger Grillo n'a pas non plus une expérience de la Ligue nationale. Fait qu'il a beaucoup une expérience théorique, mais son expérience pratique n'est pas à l'échelle de la Ligue nationale. Donc, je pense qu'il y a une certaine limite à ce qu'il peut apporter dans les suggestions sur l'application de la théorie, mais à l'échelle de la Ligue nationale. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un peu le profil que Martin décrit aussi. C'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être pratique. C'est quelqu'un qui a besoin davantage d'être théorique ou philosophique à la limite. L'entraîneur-chef, il est tout seul. Tu es tout seul au monde quand tu diriges le Canadien de Montréal. On s'entend. Là, tout le monde critique, revoit ce que tu fais. Ça vient à gauche, à droite. Et avec raison. Tout le monde analyse, suranalyse, mais d'avoir quelqu'un avec qui tu peux... Juste, c'est ça, faire rebondir des idées. Réfléchir, lancer des idées... essayer de voir telle décision que j'ai prise, revoir aussi, réévaluer ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce qu'on peut faire différemment? Alors, c'est ça. Je me demandais si c'était... C'est parce que c'est une tendance réelle dans le sport de haut niveau maintenant où les gens disent la seule personne qui n'a pas d'aide, c'est celui qui est en charge d'aider tout le monde et de faire produire tout le monde. Il faut aider l'entraîneur... C'est certainement quelque chose... En tout cas, ça paraît évident que c'est quelque chose à exploiter. Enfin, alors, bientôt, un long texte, Marc-Antoine, longue entrevue avec Roger Grillo. Es-tu là-dessus? Il parle pas beaucoup. Non, et en fait, j'ai déjà fait des demandes et je sais. On m'a décliné. Bon, OK. Ben, arrête pas, lâche pas. Non, on est avec toi. Merci. On est avec toi. Bon, c'est le voyage de... Ça passe ou ça casse? Je pensais accoucher d'une formule un peu plus dramatique, mais finalement, non. Le voyage de la mort. Non, c'est ça. C'est ça. C'était mieux avec ça passe ou ça casse. Il y en a qui ont dit ça, mais je suis pas sûr. Ça casse pas. Moi, je pense que si le Canadien connaît un voyage très, très fructueux, il va avoir gagné du temps qui pourrait lui permettre de se séparer de ses opposants. Si c'est un voyage qui est plus difficile, à mon sens, il va simplement retourner dans le ventre mou avec les Islanders, les Blue Jackets et les autres. Fait que c'est pas une vraie cassure, c'est juste un petit pas de recul. Exact. Mais écoute, il ne faudrait pas que le Canadien aligne 4 défaites, là, ça serait problématique. Mais c'est sûr que ce ne sera pas un voyage facile. Le Canadien a beaucoup de difficultés à gagner à Saint-Louis. Samuel Montembeault disait on n'a pas gagné depuis que je suis avec le Canadien. Il était tout à fait au courant de ça. Après ça, Philadelphie, c'est sûr qu'ils sont plus prenables. Ils sont en chute libre. Ils ont gagné, entre autres, un seul de leurs 10 derniers matchs. Par la suite, les Hurricanes de la Caroline sont une très, très bonne équipe à domicile. Beaucoup plus que sur la route, mais à domicile, écoute, ils sont... voyons voir ici. Ils sont... Non, ben, les Canadiens n'ont pas gagné là non plus depuis très longtemps. Oui, exact. À domicile, 27 victoires, 7 défaites. Puis une défaite en prolongation, alors que c'est une équipe qui joue pour 500 sur la route. Puis après ça, tu as les champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Alors, ça ne sera pas de la tarte. C'est 4-6. 4 matchs en 6 soirs. Ouais. Alors, si le Canadien réussit à gagner deux de ces matchs-là, il va parvenir à se maintenir, à mon sens. S'ils peuvent ne pas mourir, c'est un objectif louable. Ce qui est cruel, des fois, c'est ça, avec les courses aux séries, c'est que quand la chaîne débarque, des fois, c'est très difficile de récupérer. C'est un passage. Ouais, c'est un passage très délicat de cette course aux séries. Bon, je veux terminer avec ça parce que, sauf erreur, on n'en a jamais parlé et les occasions ne sont pas si nombreuses, mais comme le Canadien est à Saint-Louis, êtes-vous déjà allé à Saint-Louis? Oui. Non, OK. Non. Je suis allé à Kansas City.
Donc, je ne sais pas si c'est dans le même genre. Pas loin. C'est ça, c'est pour ça que je fais cette référence-là. Donc, ben d'abord, c'est ça, on parle jamais de Saint-Louis parce que les équipes s'affrontent peu ou pas. Tantôt, Marc-Antoine disait que Samuel Montembeault disait que l'équipe n'avait pas gagné depuis qu'il jouait avec le Canadien. Le Canadien a gagné le 29 octobre 2022 à Saint-Louis. Deux victoires, 2 défaites à ces 4 derniers matchs, mais c'est étalé sur plusieurs années. Là. Les 4 derniers matchs ont eu lieu en 2023, 2022, 2021, 2019. C'est ça, c'est un match par année. Mais donc, c'est ça. Dans les 2 derniers matchs, il y a eu une défaite en novembre 2023, puis une victoire en octobre 2022. Ils vont pas souvent. Non, c'est ça. Et on imagine que c'est pas Montembeault qui était devant le filet, ou du moins... Je présume, parce que normalement, écoute, il se souvient de pratiquement tous les buts qu'il a donnés. Là. Il a une mémoire photographique. Non, mais c'est une mémoire photographique hallucinante. Fait que s'il avait remporté un match à Saint-Louis, il s'en serait rappelé. Donc, là où je voulais en venir, c'est que... et je pense pas qu'on en a déjà parlé, mais dans l'entre-saison, Doug Armstrong a réinventé le concept de l'offre hostile. Enfin, il a innové, certainement. Au lieu de cibler un joueur vedette puis d'y aller avec une offre là, pour bousculer l'équipe là, qui détenait ses droits, il était un peu plus chirurgical avec 2 joueurs des Oilers d'Edmonton, Dylan Holloway, Philip Broberg, un attaquant, un défenseur. Des gars qui étaient comme... Des jeunes qui n'étaient pas valorisés. Oui, puis qui étaient un peu sur la bulle aussi, là, qui n'avaient pas tout à fait... consolider leur place dans l'équipe, mais qui avaient... Sont-ce 2 choix de première ronde? Je pense que oui. Oui. Tu sais, des gars là, qui avaient... C'est ça, là, qui avaient un potentiel certain. Et là, ça paye. D'abord, Holloway, notamment, là, fait flèche de tout bois par les temps qui courent. Les Blues sont l'équipe de l'heure, un peu à la manière du Canadien. Là, sont un peu l'équipe de l'heure dans cette période-ci de l'année, ce qui leur permet de survivre et de pouvoir penser avoir une place en série, ce qui n'était vraiment pas le cas avant que Montgomery arrive, notamment. Pensez-vous que ça va faire école, cette utilisation-là, un peu moins, je l'ai dit, spectaculaire, ou enfin un peu plus ciblé, un peu plus chirurgical de cet outil-là, qui est très peu utilisé, soit que celui de faire des offres hostiles à des joueurs qui sont en fin de contrat, mais dont les droits appartiennent toujours à l'équipe pour laquelle ils jouent? Ben, j'espère, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur dans la façon d'utiliser cet outil-là. C'est bien dit. C'est de la gêne. Oui, beaucoup de gêne. C'est un peu un gentleman agreement qui a été respecté plus souvent qu'autrement. Quand le Canadien est allé tenter de pêcher dans la cour des Hurricanes de la Caroline, ils l'ont mal pris, puis l'année suivante, ils se sont vengés en offrant une offre hostile à Jesperi Kotkaniemi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, on va cibler des joueurs qui sont dans la strate juste en dessous, des joueurs qui étaient pas pleinement valorisés par leur équipe. Puis ça servait 2 possibilités, 2 choses. C'est que tout d'abord, en faisant signer des contrats à des joueurs qui n'étaient pas des super vedettes, la compensation est moindre. Et ça force aussi les équipes. Tu sais, les équipes vont renoncer. C'est pas seulement de dire on lui donnerait pas autant que ça. C'est dans le cas des Oilers d'Edmonton, c'est que tu avais une équipe qui était quand même assez pressée contre le plafond salarial puis qui avait tout simplement pas les moyens d'égaler tout ça. Ils auraient pu en garder un, mais les 2, c'était plus compliqué. Quand tu fais une offre hostile sur un joueur de premier plan, s'il faut égaler l'offre, tu vas dire ce gars-là est trop important pour nous, on va égaler l'offre, puis on va assumer. Comme ça avait été le cas il y a plusieurs années, là, dans le cas de voyons comment ça chez Weber. Alors là, je trouve que là où ça peut être intéressant, c'est de pouvoir justement aller chercher des joueurs qui sont de second niveau, mais je me pose la question, par exemple, avec la hausse du plafond salarial, les équipes qui sont coincées contre le plafond puis qui sont accolées au coin du mur, il y en aura moins qu'il y en avait autrefois. Alors, ça va être plus difficile de pouvoir forcer la main de ces équipes-là et de dire « Ah, vous ne serez pas capable d'égaler l'offre, alors on va vous chercher 2 joueurs. » Donc, j'aimerais ça avoir davantage, mais l'augmentation prévue du plafond salarial me laisse croire que ça va être plus difficile à réaliser. Maudit argent. Mais cela dit, c'est une manœuvre... Doug Armstrong a été combatif. Il a été
il a été agressif dans sa façon de diriger son équipe cette année. Congédier ton entraîneur, parce que aussitôt qu'il a vu que Jim Montgomery était disponible, congédie son entraîneur, puis dit, lui, je pense que c'est le gars que ça nous prend, qui va être capable de nous mener aux plus grands honneurs quand ça va arriver. Tu ajoutes 2 jeunes à ta formation. Tu sais, ça fait... C'est extrêmement précieux. Là. Tu regardes, ils sont présentement... Ils ont Jake Neighbors qui joue au sein du premier trio avec Zachary Bolduc. Ils ont 22 ans, les deux. Dylan Holloway, qu'on vient d'aller chercher, il a 22 ans et demi. T'as Dalibor Dvorsky qui viennent de rappeler là, leur premier choix, pas 19 ans encore. En défense, Philippe Broberg qui ont été cherchés, il n'y a pas 23 ans encore. Fait que ça annonce des lendemains. Matthew Kessel en défense a 23 ans. Alors, cette équipe-là... Joel Hofer, leur prochain gardien numéro 1, est assez jeune aussi. Il n'a pas 24 ans. Alors, tu regardes, là, cette équipe-là va être capable de faire tourner la roue. Et ajouter 2 jeunes joueurs qui n'étaient pas dans ton organisation, c'est un coup de force incroyable. Et c'est ça. Les Oilers ont peut-être été coupables de ne pas les valoriser assez, de pas... parce qu'il n'y avait pas de place pour les faire jouer, pour leur donner le temps de jeu. Mais tu vas chercher un jeune... avec une offre hostile qui te coûte 2,2 millions puis qui te donne 23 buts, qui va peut-être avoir une saison de 25 buts. Ça vaut de l'or. Il y a de quoi crier au génie. Cela dit, ça aurait pu. Dans ces proportions-là, pas tant là, leur éclater au visage, mais il y aura ce risque-là. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Marc-Antoine, c'est vrai que les équipes vont peut-être avoir les moyens d'égaler, alors que dans le cas des Oilers, c'était compliqué. Mais peut-être qu'elles ne voudront pas. Tu sais, si on prend... Je pense pas que Jake Evans aurait été un candidat là, à ce genre de tractation-là, mais clairement, Kent Hughes avait un prix en tête. T'sais, si quelqu'un... Il y aura des DG qui auront des prix en tête pour leurs joueurs. Si toi, tu as un autre prix en tête et que tu fais cette offre-là, tu vas peut-être réussir à le soutirer. Kotkaniemi, c'est pas ça qui est arrivé. Kotkaniemi, je pense que la direction du Canadien avait dit jamais on va payer ça pour Kotkaniemi. Vous avez raison. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pas que... Hey, on n'a même pas parlé de Devo, ça me fait penser. Quel joueur, là, faut le garder, là. Ah oui, hein? T'es rendu dans ce camp-là, toi? Non. Mais reste que c'est toute une semaine, puis... honnêtement, depuis toute une semaine... S'il avait joué comme ça pendant 4 ans... il a été blessé beaucoup, je le sais, là. Mais je trouve qu'il y a un contraste frappant entre les dernières semaines, puis... Le séjour qui s'achève, je pense. Oui. Fait que voilà, ça a été dit. Tu as bien synthétisé ça. Ça n'a pas besoin de passer 10 minutes là-dessus. Ça passe ou ça casse. Le voyage... De tous les dangers. Merci, c'est bon ça. Le plus important de l'histoire. De l'histoire de cette semaine du mois de mars 2025. Bon, ben les gars, je vais vous en souhaiter une bonne. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Et on te retrouve vendredi. Oui, je serai là. Quand on se reverra vendredi, le monde aura changé. Oui. Ce sera... Il y aura 3 matchs à disputer. Il y a où, hein? C'est ça. Ouais. Ça va vite, là. 4 matchs en 6 jours. Martin Leclerc, c'est ça. J'ai hâte de voir quelle face tu vas avoir vendredi. Probablement celle-là. Il risque d'avoir des ressemblances. Ouais. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Merci, Martin. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.